victoires, de records ou de palmarès, on ne comprendrait rien à sa légende, ni pourquoi ni comment il a façonné de tout temps des personnages à sa démesure. Le Tour a 100 ans. Il est devenu un mythe qui résiste encore au gigantisme et aux affaires qui ternissent l'univers du vélo. Juillet 2003. Armstrong a déjà gagné 4 Tours de France. Il le domine tellement que la seule question que se posent les journalistes est s'il va en gagner un 5e. Alors cette année encore, on lui cherche un rival qui soit incontestable ou seulement désigné pour l'intérêt du spectacle. Pour les commentateurs italiens, ce sera Gilberto Simoni, vainqueur du Giro, quelques semaines plus tôt. Le Simoni du Tour d'Italie peut-il te mettre en difficulté s'il est aussi fort? Comment? Si Simoni est aussi fort qu'au Tour d'Italie, peut-il devenir ton adversaire numéro 1? Oui, dans le Giro, il était vraiment très fort. Vraiment très brave. Très courageux. Alors on verra, l'US Postal aura toujours un œil sur lui. Mais c'est vrai, c'est un grand favori. Je m'appelle Simone, Gilberto Simoni. Cette année, j'ai gagné le Tour d'Italie et maintenant, je suis au départ du Tour du Centenaire. J'avais 15 ans quand j'ai découvert Paris avec mes amis. On était venus en train. C'était la première fois que je quittais l'Italie. On s'était promené de nuit dans les rues jusqu'à la Tour Eiffel. Aujourd'hui, je suis ému en repensant à tout ça. Jamais je n'aurais pensé revenir ici en champion. Il y a les ténors, comme Simoni, deux drôles d'audacieux qui osent défier le maître. Et il y a les soutiers, les équipiers, prêts à tout pour courir la grande boucle. Comme Gaumont, un grand gabarit, un routier, plus doué pour avaler les pavés du plat pays que grimper les cols alpestres. C'est bientôt l'heure de partir pour 3 semaines de course. L'on commence par un prologue de 6 km autour de la vieille Tour Eiffel. Une vraie bataille pour une poignée de secondes. Il y a un chrono au départ. Non, mais comment Du côté du Mont Ventoux, il gagnait donc l'une des plus prestigieuses étapes du Tour de France. Philippe Gaumont, un outsider également de ce prologue contre la montre, qui a été plusieurs fois donc sacré au niveau donc du championnat de France de poursuite individuelle. Armstrong est donc face à ses rivaux et face à lui-même, à l'orée du Tour. Et le Tour, c'est toujours des angles de vue. Le café n'est pas le moins judicieux, surtout si on songe au merveilleux Antoine Blondin qui a régalé plusieurs générations de lecteurs de l'équipe et qui déclarait au terme de sa première étape de suiveur « Mon seul regret est de ne pas m'être vu passer ». Armstrong est né à Dallas, il aura bientôt 32 ans. Il a vaincu un cancer et ses métastases. On comprend mieux le degré de sacrifice et de souffrance qu'il est capable de consentir sur un vélo. Il est plus fort après qu'avant, il intrigue. Il peut apparaître comme un miraculé. L'incroyable, la formidable vigueur du centenaire n'empêche pas les organisateurs, à commencer par Jean-Marie Leblanc, le directeur du Tour, de craindre une nouvelle affaire de dopage. Elle aura bien lieu, mais on l'apprendra qu'une fois la fête passée avec l'affaire Cofidis et Philippe Gaumont. Pour l'heure, le patron de la Grande Boucle en appelle à la conscience de tous. Le dispositif fonctionne, vous avez donc tous compris qu'il n'était pas utile d'essayer de tricher, que dorénavant, on peut vous traquer, vous trouver, vous suspendre. Je ne vous dis pas qu'il y en aura pas encore un qui essaiera de passer entre les mailles du filet, mais tout de même, il y a une espèce d'acceptation collective, me semble-t-il, des nouvelles règles du jeu. Mais si d'aventure ce Tour du centenaire était affecté par une affaire de dopage, on peut penser que ceux qui en seraient responsables seraient un peu suicidaires, car ce serait sans doute la vitalité de leur sport et donc de leur métier qui serait mis en danger. Cela dit, on sait bien que le dopage concerne non seulement le cyclisme, mais le sport et le monde en général, et qu'il ne date ni d'aujourd'hui ni d'hier. En 1998, l'affaire Festina a révélé l'ampleur du problème et a ébranlé cette institution qu'est le Tour.
Le Tour, c'est 200 coureurs, 200 histoires tissées de drames insoupçonnés, de joies tenues secrètes, d'hommes avec leur grandeur et leur faiblesse. 200 destins amalgamés dans la promiscuité d'un peloton, fait pour rester groupé, mais qui s'évertue à se disloquer. Avec ses vedettes de chair et d'os souffrant le martyre, le Tour renoue périodiquement avec les temps héroïques, avec les champions d'antan qui rappelaient tant les sacrifices ouvriers. La première semaine est souvent terne, rythmée par la chronique ordinaire des chutes, des blessures et des bulletins de santé. Scandales et rumeurs ne détournent pas le public de la grande boucle. Un public de tous âges, parce que le Tour fait rêver ou a fait rêver, et qu'on n'oublie pas ses rêves d'enfance. Un public plus fidèle que jamais, ravi de la longue kermesse à laquelle il n'hésite pas à consacrer sa journée. Alors on pique-nique, on sort les parasols, la table et les sièges pliants, le pain, le vin. Et on attend. Et on commente la course et l'étape du jour. Malgré une clavicule cassée, mais peut-être aussi pour des raisons extra-sportives, Hamilton a conclu un dossier, une opération en tout cas publicitaire, pour un tournage de film. Et malgré cette clavicule cassée, Hamilton est donc au départ ce matin. Si l'on dit souvent pour rigoler que les suiveurs sont les moins bien informés de ce qui se trame en direct, le Tour vit dans son propre écho. Il y a Radio Tour et il y a aussi l'apparition des écrans de télé miniatures. À l'image d'Alain Bondu, manager de l'équipe Cofidis, écarté depuis. Comme lui, tous les directeurs sportifs suivent tant bien que mal en images le sort de leur équipe et du peloton. Les arrivées sont parfois marquées par des chutes, pourtant les coureurs sont des équilibristes. Cependant, le plus ennuyeux dans les blessures, c'est qu'elles vous empêchent de dormir, de récupérer. Personne n'est à l'abri d'une chute. Là, je peux te dire, moi je prie. On n'a pas eu la chance hier, mais on l'a eu aujourd'hui. Le mec, il est derrière moi, il touche ma roue arrière. S'il m'accroche, je suis le dernier à tomber. Bah oui. Qui c'est qui gagne ce cheval au fait? Les rites sont immuables pour les coureurs cyclistes. Hôtel, trajet, course, trajet, hôtel. Et la modernité est entrée dans leur vie quotidienne. Ces cars leur offrent du confort là où jadis une voiture faisait l'affaire. On y commente l'étape, rien d'autre, sans même parfois connaître le nom du vainqueur. Bon bah je te fais un bisou mon poulet, et puis garde le moral. Hein. Allez, salut. Il y a trois garçons qui ont été vraiment particulièrement courageux aujourd'hui. Tyler Hamilton, clavicule cassée. Et puis il y a ce téléphone portable, qui là comme partout, mais plus là qu'ailleurs, a modifié chez le coureur cycliste sa propre perception de l'éloignement familial, qui peut atteindre 280-300 jours par an. Immuables ces scènes d'hôtel. Quand les Cofidis quittent la course, telles des silhouettes fourbues marchant mécaniquement, ils ne quittent pas le Tour. Valise, effets personnels, désordre ordonné dans les moindres détails. Une chambre d'hôtel ressemble à une chambre d'hôtel. Que dire des masseurs sinon que de tous, ils furent, ils sont et resteront les premiers confidents. Les premiers acteurs du réconfort après les 7-8 heures passées sur la selle. Certains, comme Vasseur et Gaumont, lisent les journaux. D'autres sont trop épuisés pour penser. Quelques mots, du silence qu'il faut respecter. Fede, Fede. Quoi? Toujours dans leur car, les Italiens de la Saeco reconstituent leur petit monde bien à eux. Ils cherchent le second souffle collectivement, dans la chaleur des uns et des autres. Le capitaine et leader de l'équipe a convaincu son armée au combat qu'il pouvait gagner. Ils y croient car il faut y croire. Les pâtes sont al dente, le parmesan est frais et il est plus prudent de se dispenser de sauce tomate. Aujourd'hui, il s'agit de préparer l'étape du contre-la-montre par équipe.
9 juillet. Premier grand rendez-vous du contre-la-montre par équipe. Personne ne gagnera le Tour ce jour-là, certains le perdront. Simoni rêve toujours de jaune, mais la Saeco ne concurrence pas l'US Postal d'Armstrong, bien au contraire. En une étape, le vainqueur du Giro a déjà perdu plus de 3 minutes, une éternité. L'adversaire rentre dans le rang. Au massage, Gaumont dit son amertume sur les agissements pas très techniques d'un coéquipier. Tu vois, et il faut s'écarter sèchement. Tu t'arrêtes de pédaler 2-3 secondes pour récupérer. Et là, tu remets un petit peu en route. Et tu dois, si tu veux, tu dois le plus vite possible retomber derrière. Et là, les mecs, ils passent, ils s'écartent, mais ils continuent à pédaler dans le vent. Enfin, ils prennent du vent automatiquement. Et tu vois, il faut tout de suite, bam, décrocher. Tch. Et le problème, c'est qu'à la fin, c'était un peu plus facile, on va dire. Mais vent de gueule. Oh, Dave, man. Toi, putain, tu relançais bien. Moi, je pouvais maintenir ton allure, mais pas aussi longtemps, ça c'est sûr. Mais je pouvais maintenir ton allure. Le problème, c'est que, putain, après... Oh là 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 là. Le problème, c'est que j'ai un peu peur. Qui c'est qui va t'amener dans la montagne, quoi. Ça me fait un peu peur aussi. Tu peux être un peu tout seul, je crois. Je vais... Avec mon coude. Bah oui, mais lui, il arrive 12 heures plus tard, quoi. Oh, salut, David. Putain, j'ai remonté 160 coureurs aujourd'hui. Bon, et ben, chapeau, David, c'est bien. Ouais, mais trop. Météo France avec Joël Collado. Aujourd'hui, si les températures restent raisonnables de la pointe du Finistère et sur les rivages de la Manche, avec 23 à 27 degrés attendus au meilleur moment de l'après-midi, partout ailleurs en France, la chaleur aura tendance aujourd'hui à s'accentuer. Sur le sud, sous un soleil encore très ardent, la chaleur sera caniculaire. Tour de France 2003. Les choses sérieuses ont vraiment commencé. Hier, dans le rituel et toujours très éprouvant contre la montre par équipe, la formation US Postal s'est imposée. Les écarts ne sont pas vraiment creusés avec les autres favoris, hormis l'Italien Simoni qui est maintenant à 3 minutes et 9 secondes et l'Espagnol Mayo relégué à 3 minutes et 35 secondes. Victor Le maillot jaune a encore changé d'épaule hier. Le Brésilien Victor Hugo Pena s'est emparé de la tunique de leader à l'issue du contre-la-montre par équipe remporté par sa formation, l'US Postal. Le maillot jaune du jour est donc Peña, un des coéquipiers de luxe d'Armstrong, le premier Colombien à endosser la toison d'or. Et il est heureux, dit-il, d'avoir apporté un peu de paix à son pays. Depuis sa création, le Tour se conjugue dans toutes les langues du monde. Il est devenu patrimoine de l'humanité. Plus de 1000 journalistes du monde entier le suivent pendant 3 semaines et les images sont retransmises jusqu'en Chine. De sorte qu'il représente le 3e événement sportif après les Jeux Olympiques et le Mondial de football. En moins de 20 ans, le Tour s'est mondialisé. Les gens de la Tour, maintenant, ça fait très très longtemps. Tout ce beau monde file au plus vite vers Lyon, au pied des Alpes, à la veille de la première étape de montagne. Une perspective qui provoque toujours un soupçon d'inquiétude, voire de peur, celle d'être forcé de s'arrêter. Pour les Cofidis, l'heure est grave et des choses sérieuses se profilent. Briefing important au pied des Alpes. Bonjour messieurs. Bernard, tu fais une petite place, non? Non, je suis bien. J'ai envie de grandir, on va peut-être essayer de grandir. Bon, première étape de montagne, toujours une journée un peu particulière. D'autant que c'est une étape longue et difficile. On en connaît déjà une bonne partie pour ceux qui ont fait le tour, enfin le Dauphiné, puisque au Dauphiné, on a pratiquement fait, je dirais, les 3/4 des étapes, sauf bien entendu la Chartreuse de Porte qu'on n'a pas abordée sur ce Dauphiné. Comment? Bébès, il dit que c'est dur, qu'il l'a monté déjà lui une dizaine de fois, et que c'est une côte assez difficile.
La suite, on l'a fait au Dauphiné. Le Mont des Princes, c'est une toute petite route. Bon, après, il y a une partie plutôt vallonnée. Et puis après, de la côte de la Ramaz. Et là, tout le monde connaît, très très difficile. On va essayer de passer le mieux possible. Mais il n'est pas improbable, David, qu'à la Ramaz, à un moment donné, tu sois aussi peut-être un peu isolé. Hein. Mais nous, il faut qu'on se batte pour aller devant. Les visages sont graves. Quand il s'agit des délais au-delà desquels on est éliminé de la course, Gaumont manifeste brusquement un intérêt. Oui. À combien de moyenne? 36. Et à 38, vous avez 1h08. Et à 40, vous avez, il n'y a pas beaucoup de différence, vous avez 1h04. Je pense qu'il y a quand même 1 heure. Bon, on y va? C'est l'attaque du col de Porte, attaque dans le peloton des dossards 104 Manzano. Cette route en pente douce, qui serpente au soleil, marque la rupture tant attendue. Changement de braquet, autre rythme. Après plusieurs jours à 40 km/h de moyenne, les jambes, brusquement, sans transition, ne vont plus tourner de la même façon. Nouvelle souffrance. Mais la pire des souffrances. Dans ces vallées que le Tour traverse chaque année depuis 100 ans, place aux seigneurs, place aux grimpeurs. Debout dans sa voiture rouge, Jean-Marie Leblanc, l'homme du Nord devenu général en chef, ancien coureur du Tour, ancien journaliste, il se donne parfois des allures à la Jacques Godet ou à la Félix Lévitan, ses illustres prédécesseurs. Un mimétisme inconscient né de la passion. Il met toute cette passion justement à préserver l'image du Tour et à protéger ses coureurs. Comme ici Virenque, toujours adulé par la foule. Quand je vois des choses comme ça, il est en train, ce type-là est en train de couper la concentration de Richard Virenque. Peut-être que ce monsieur se fait plaisir en courant comme ça, mais là il est en train de faire perdre du terrain à Richard Virenque. Derrière à chaque fois. Devant le peloton, de sorte que je puisse taper sur la figure des petits garçons qui se conduisent pas bien. T'as pas vu hier? On m'a dit que c'était passé, vous l'avez vu? Thévenet, il était en train de dire, mais je comprends pas, ce type-là, il n'a jamais été coureur cycliste, il est en train de gêner Virenque, et à ce moment-là, vous lui avez mis là. Il a dit, monsieur Leblanc a compris, c'est bien, il l'a poussé. Ça faisait 100 mètres que je me disais, je vais me le faire celui-là, je vais me le faire, parce que j'avais peur. Il pouvait faire tomber Virenque à tout moment. Et au moment où il était épuisé, on est passé, tac. Alors il m'a regardé de dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est de l'inconscience, c'est gentil. Hein. Le Tour du Centenaire honore les hauts lieux de son histoire. Pour cette deuxième journée alpestre, les coureurs affrontent le toit du Tour à 2654 mètres d'altitude, le Galibier, franchi pour la première fois en 1911, puis l'Alpe d'Huez, gravi et illuminé pour la première fois en 1952 par Fausto Coppi. 13 juillet, canicule. L'ombre des coureurs colle à l'asphalte brûlant et dodeline quand on est largué, irrémédiablement lâché. La légende est là aussi. D'abord dans ces corps, tous plus ou moins à la dérive. Là défile le grand livre de mémoire de leurs aïeux vaincus, si loin et si semblables, dont nous avons tous les images dans un coin de notre tête. Gaumont tente de s'en sortir et calcule sûrement les minutes de retard pour ne pas dépasser les délais, pour s'accrocher à un gruppetto incertain. Il relance dans la descente, produit de nouveaux efforts, afin de compenser le retard accumulé dans la montée. Simonic, que l'on dit fiévreux, n'est pas très loin de Gaumont. Et c'est une surprise, lui, l'aigle des cimes italiennes. Lui aussi tutoie l'enfer de près. Le Tour donne, la montagne dispose. Mais pour mériter le Tour plus que la souffrance, l'Italien pense à une hypothétique rédemption et poursuit sa route. Une seule obsession, le refus de l'abandon.
Comme un acte de foi, Simoni et Gaumont, l'un et l'autre, scellés par le destin de la course. J'ai essayé de tenir, mais il me manque vraiment la force. Tu restes? Je ne sais pas, je dois voir ça avec l'équipe. Tu vas décider ce soir? C'est possible. La grande étape a fait des dégâts, dans les corps et dans les esprits. Simoni repartira-t-il? Il n'a pas un mot, ni sans doute une pensée contre l'école. Gaumont, lui, parle de saleté de galibier. Cela dit, il est arrivé dans les délais, mais à quel prix? Et toi? J'ai fait une connerie, ma Rosée. Ah bah ouais. Oh, les galibiers. Oh, je vais plus les monter, ces trucs. C'est vraiment... Hein? Ah, tu le vois de loin. Bientôt, on était 5 à la baraque, à cause de ta caïda. Il est calmé, hein, tout ça. J'ai pris un bidon de coca, en plein le genou dans la descente. Oh. Putain, le saleté de galibier, nom de Dieu. Tu n'as pas aimé? Je l'ai jamais monté, mais il est long. Je peux. C'est surtout quand on appuie dessus. Plie-le tout seul, toi. Plie-le. Plie la première phalange. Oh non, ça fait mal. Comme ça, je peux pas plus. Non. Fais la même chose avec celui-là. Oh, tu vas un petit peu plus loin. Fais les deux ensemble. Blessure pour Frédéric Klein. Dans un état second, il en rit, faute de mieux. A-t-il seulement mal? Pas sûr. A-t-il conscience de l'âpreté du moment? Allez savoir. Il est comme anesthésié par l'effort. Pourquoi il revient pas celui-là? Parce que t'as pété un tendon. Une attache là. T'as pas mal? Ils vont te mettre une broche ici pour le tenir droit. Ou moi je te mettrai un élastoplast en attendant. Je vais pas y aller à attendre. Gaumont nettoie ce qu'il peut. La crasse, l'affront, le supplice. Pas la fatigue. La mythologie du Tour impose de surmonter vite les désillusions. Chez les Saeco, c'est désormais visible. On bouge à l'économie. Simoni emporte les stigmates. À quoi pense-t-il? À quoi pense-t-il vraiment? Et à quoi pensent les coéquipiers de Gaumont en écoutant ou en faisant semblant d'écouter les consignes? La montagne n'est pas finie. Pendant que la course des géants se déroule devant, des histoires se nouent encore à l'arrière. Parce qu'il y a une cassure d'une bonne minute entre votre groupe à vous et celui qui est derrière, et il y a Guido qui est en chasse-patate là. Guido Trentin de la Cofidis est à la limite de la rupture. Pas de commissaire sportif à l'horizon. La voiture l'aspire dans son sillage pour faciliter son retour dans le peloton. Petite manœuvre qui ne changera rien à la légende. J'ai pas bien entendu, mais je remonte. Hein. J'arrive Lélo, j'arrive. Chier Lélo, merde, il m'appelle et puis il fait pas son job là. Autre rite qui fit beaucoup pour la légende du Tour, surtout dans les années de grosse chaleur où il faut boire énormément. Le ravitaillement en bidon. Voilà le travail par excellence des équipiers, ceux qu'on appelle les gregari, les porteurs d'eau. On va faire croire que t'as grossi, non? Faut dire à un autre. Passeur, qu'est-ce qui branle là? Faut dire à un passeur. Massimiliano Lelli se sacrifie, descend, remonte, puis redescend.
Mais aujourd'hui, il le fait seul. Alors il râle. Un peu. Pendant qu'à l'avant, la côte Saint-Apollinaire se profile et que le Tour va y basculer. Allez mon grand, allez, allez. Allez. Allez, tu peux. Pendant à peu près 26 km. 26 km. Après. Ok, basta. Il y a plusieurs manières d'entrer dans l'histoire. Et Joseba Bellocchi, lui, glisse vers l'épopée poignante. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Mario Zubeldia aussi arrêté, il s'est fait mal. Joseba Bellocchi, Armstrong qui part sur une image insensée. Armstrong toujours sur son vélo comme un cyclocrossman. Il a été dans la luzerne, Armstrong. Il est passé de l'autre côté, il a traversé la route, il repart, c'est la folie, il se jette sur son vélo à nouveau. Des images absolument insensées. Ulrich se retourne, Bellocchi a chuté assez violemment dans le goudron, sur cette route avec le goudron qui fondait. Comment il l'a évité l'autre, impressionnant. Le lance Armstrong, comment il l'a évité. Maillot blanc à 40 secondes avec le 180 rouge. Son avance évidemment avec la chute. Ça a désorganisé l'ensemble. Tour de France 2003. La 10e étape du Tour de France entre Gap et Marseille, 219 km, une étape qui se déroule une nouvelle fois sous la canicule, même si on annonce un petit peu de vent. Des manifestants déguisés en ours. Si les intermittents ont eu raison des festivals d'été, ils n'ont pas mis à terre le Tour. Dans son QG improvisé cette fois dans un gymnase de province, le patron se tient sur ses gardes. Victime de son retentissement médiatique, le Tour, chaque année, est la cible de revendications. Mais on n'arrête pas le Tour, ni pour l'affaire Festina, ni pour les intermittents. Trop populaire et trop d'enjeux financiers. Ma ligne de position est claire, je l'ai encore dit tout à l'heure à une interlocutrice, s'il s'agit d'autoriser une haie d'honneur, s'il s'agit d'autoriser une prise de parole au départ, s'il s'agit d'autoriser la distribution d'un tract, tout cela peut être réalisé avec notre assentiment dès lors qu'il n'y a dans ces manifestations aucune agressivité. En revanche, je le dis et je le répète, si d'aventure ces groupes sociaux voulait s'en prendre au Tour de France physiquement, arrêter les coureurs, bloquer la course, perturber le déroulement d'une grande compétition sportive, alors là, nous ne répondons de rien. Sans doute serions-nous embêtés, mais sans doute aussi ceux qui ont la charge de protéger le Tour de France, les gendarmes, les policiers, sans doute cela ferait-il leur boulot. Parlez-moi de la pluie. Après les Alpes, les coureurs du peloton retrouvent leur coup de pédale fluide et harmonieux. 62 clins, 32 mètres sur ces compagnies. Dans ce long film à suspense qui ne ressemble jamais au précédent, nos héros se préparent pour le premier contre-la-montre individuel. Contre-la-montre, mais aussi contre soi-même pour aller le plus vite possible. L'exercice le plus exigeant qui soit. Une concentration telle que le coureur ne voit ni le paysage, ni le ciel, ni les spectateurs. Rien qu'un ruban d'asphalte devant la roue de son vélo. Il fait très chaud. Armstrong n'aime pas ça. C'est une course sans autre repère que sa propre cadence intérieure, que sa propre douleur qui brûle tous les membres, des bras aux jambes. Le moindre relâchement se compte en dizaines de secondes. Armstrong, frappé de déshydratation, connaît là l'un de ses plus importants revers depuis 4 ans. Plus d'1 minute 30 le sépare d'Ulrich à l'arrivée, un ex-prodige de la finissante Allemagne de l'Est,
lui aussi spécialiste des chronos. Un nouveau match ressurgit du néant. Les commentateurs comme les spectateurs tiennent l'un de ces duels capables d'enfanter des morceaux de bravoure. Le centenaire le mérite. Il est menacé, il ne va pas remporter cette étape, Lance Armstrong. Il est dominé par Jan Ullrich, mais je pense qu'il va perdre au moins 1 minute sur Jan Ullrich. Essayez de grappiller seconde par seconde, mais il est largement battu. Il est écrasé aujourd'hui par Jan Ullrich, même s'il prend la deuxième place. Plus d'1 minute 30 d'avance pour Armstrong. Il va conserver son maillot, mais il sera sous la menace immédiate de Jan Ullrich, auteur d'une incroyable performance. 1,35 de retard pour Armstrong. Le peuple du Tour entretient avec la montagne des liens aussi étroits qu'on puisse imaginer. On s'y installe tôt le matin, parfois la veille, pour accéder au plus haut des cols avant leur fermeture à la circulation, aux aurores. Avec les Pyrénées, le théâtre se veut plus verdoyant et accueille le peloton dans une ambiance tout espagnole, à la limite d'une hystérie gênante pour les coureurs. Le coup de pédale redevient plus lent, plus heurté. Gaumont gère sa course, limite la casse, pense à rester dans les délais, songe peut-être qu'en 4 étapes, il gravira 1,5 fois l'Everest, et surtout se projette au mercredi soir, quand le spectre de la montagne aura enfin disparu. Enculé. Dimanche-ci ou dimanche prochain? Non, dimanche prochain. Non, je suis pressé d'être déjà... Les contingences de la vie quotidienne et les allusions alimentaires aux sous-entendus équivoques reprennent le dessus. Encore des kilomètres à se bouffer, en vélo, en voiture. Et cette lassitude prégnante. Ouais, tu prends pas assez de gelée royale. Ça va plus vite. Tiens, bouffe un bonbon. Pourtant t'as l'air bien, t'as une bonne mine. Ah ouais. T'as une mine fraîche là. Tu crois que j'ai une mine fraîche? Non, Médéric m'a dit que j'avais l'air cramé. Ouais, Médéric il va cramer sa gueule lui. Qui? Médéric. Bon, demain, je t'annonce le programme, moi. Réveil 7h45. On va te réveiller à 7h. Contrôle sanguin. Réunion à 10h15 dans le bus. Valise 8h30, départ hôtel 8h50 et départ de la course 11h10. Réunion, qu'est-ce que tu veux dire? Bah si, le temps des délais. Et voilà, après chacun... Qu'est-ce qu'il fait nous dire? Essayez d'aller dans les échappées si vous voulez pour vous montrer. À la télé quoi. El Gringo, ils vont attaquer. Demain, on loge au nouveau hôtel. 90 bornes après l'hôtel. Comment? Yes. 90 km après. Non. Demain, on a 90 bornes pour aller au départ, 90 bornes après. Voilà. Ça fait 180 plus 191, 400 bornes. Demain, à 9h moins le quart, t'es en cuissard et à 7h30, tu seras short, hein, j'y vais en short. Et à 7h30, tu seras encore en cuissard. C'est ça qu'il me faudrait dans... Putain, t'as les pieds rouges, mon Dieu. Bah, et j'ai appuyé dans le col de Paillère. Oh. Non mais sans rire, c'est... Non mais j'avais mal, hein, je t'ai dit au pied. Bah tu m'étonnes. Oh. Regarde là. Bah attends, cherche pas, d'où tu peux pas avancer plus vite avec des pieds comme ça. Tu crois que Lens, il a les pieds rouges? Jackie m'a donné un nouveau produit pour raser les jambes. Quoi? Un truc que tu mets comme ça sur le truc, il y a un gant de toilette et ça part tout seul. C'est une dépilation. La légende a besoin d'honorer la légende. Tout amoureux du cyclisme et du Tour de France a au moins une qualité. Il a de la mémoire. Et il n'oublie pas cette année 71, l'année du duel Merckx-Ocaña. Le nom d'Ocaña reste lié à la descente du col de Manté. C'est là que Bernard Hinault et Jean-Marie Leblanc vont se retrouver pour déposer, main dans la main, une gerbe de fleurs à la mémoire de l'Espagnol. C'était le 12 juillet 1971. Ocaña était en jaune,
le temps radieux s'était gâté en déluge. Beaucoup de coureurs sont tombés dans cette descente véritablement effroyable du col de Mantet. Bernard Thévenet, le premier Français au classement général, lui non plus n'a pas échappé à la chute. Vous n'avez pas vu la chute de Luis Ocaña? Si, là où il est tombé, moi je suis tombé aussi parce que j'allais trop vite, je suis rentré dans son mécanicien qui était un peu au milieu de la route déjà. Là, je me suis pas fait mal, mais c'est 2 kilomètres après que je suis allé au fossé. Dans cette descente du col de Mantet, on a eu très peur pour Luis Ocaña quand on l'a vu sur le bord de la route, grimaçant de douleur sous la grêle, dans la boue, sous une pluie battante. La chute de Luis Ocaña dans la violence de l'orage mettait fin à l'affrontement de 2 héros. Ceux pour qui le cyclisme est l'un des derniers refuges du romantisme ont sans doute vécu ce jour comme un coup d'arrêt à leurs rêves. Merckx refusera de porter le maillot jaune le lendemain et restera hanté par l'ombre d'Ocaña. Une plaque sur le bord d'une route. Aux blessés, aux morts aussi, Simpson, Casartelli. Ces souvenirs qui s'apparentent souvent à des commémorations participent-ils de la singulière longévité de la course, que seules 2 guerres mondiales ont vraiment fait vaciller? Ce sont aussi ces commémorations qui transforment un simple événement sportif en une légende populaire, unique en son genre. Mais le train fou de la course continue. Depuis plusieurs jours, son directeur sportif tentait de le convaincre d'abandonner. Mais Gilberto Simoni, qui pensait à une rédemption, quelle qu'elle soit, veut croire en son salut. Pour se disputer la victoire d'étape, Richard Virenque ou Simoni, Simoni ou Virenque. Richard Virenque au centre, débordé par Simoni avec Laurent Dufaux. Simoni qui s'impose devant Dufaux et Virenque. 4e Perron et 5e Benetton. Il a eu raison de ne pas écouter les conseils de son directeur sportif, de ne pas abandonner. Ses prières sont exaucées. Le caractère inespéré de sa victoire vient récompenser un courage exemplaire. Beaucoup plus que l'heure du podium, voici venue l'heure du salut. C'est un miracle, les enfants. C'est un miracle. Un attimo, fatelo respirare. Sulla bicicletta che andiamo al podium adesso. Allez, on va au podium tout de suite. Sì, andiamo. Mai ce l'avrei. Dammi l'occhiato. L'ho buttata in terra un attimo. Però ragazzi. Vai sulla bicicletta. Che corsa. Quelle course. C'est un miracle. C'è il braccio. Alberto. Seiko donc vainqueur. Gilberto, eh ben voilà, bravo, tu as bien fait de venir au Tour de France. C'était bien aujourd'hui, hein? Bien. T'es content? Il fallait une victoire, hein? Pour le vainqueur du Tour d'Italie, il fallait une victoire dans le Tour de France. Normal. Hein? C'est bien. Quand tu as vu la ligne d'arrivée approcher, à quoi as-tu pensé? J'ai pensé que c'était incroyable. Je ne sais pas comment j'ai promis à ma mère d'aller à Lourdes. Alors avant de rentrer à la maison, je dois passer à Lourdes porter les fleurs de la victoire à la Madone. Même Armstrong semble fatigué, préoccupé. Il ne sort pas de sa bulle. Sévèrement encadré, ridiculement encadré, il se veut inaccessible, il l'est. Certains le disent arrogant dans un milieu qui jadis, mais il n'y a pas si longtemps que ça, célébrait la modestie et l'esprit de famille. L'enjeu et les millions de dollars annuels ont brouillé les repères. De même que la psychose de l'agression. Déjà échaudé 2 ans plus tôt dans la montée du Ventoux, Armstrong vit dans la crainte d'un mauvais geste. « Je suis un survivant et chaque jour qui passe est un jour gagné », écrivait-il dans sa biographie en 2000.
Armstrong, le travail n'est pas achevé. Comme les seigneurs, il doit forcer la décision, donc attaquer. Lundi 21 juillet, la grande étape vers Luzardiden par le Tourmalet. On se dit qu'Armstrong peut craquer face à Ulrich. Voilà Ulrich, le nouveau rival, qui vient de crever, qui reviendra à l'avant de la course et attaquera dans le Tourmalet. Au pire moment, tandis qu'il porte l'attaque, le maillot jaune lèche la foule d'un peu trop près. Chute. Le tour va-t-il rebasculer? Chute, voilà, chute d'Armstrong avec maillot. C'est un spectateur, je pense, qui a fait tomber Armstrong et maillot. À droite. 40 mètres plus loin, il manque de passer cul par-dessus tête. Il rechausse, il repart. Scène inouïe. Devant, personne ne bouge. On n'attaque pas un maillot jaune à terre. Tel est le code ancestral que nul ne peut, ne doit violer. La force de caractère d'Armstrong fait le reste. On le croit au plus mal, il se révolte et vole vers la victoire avec cette aisance qu'on lui croyait perdue et une fréquence de pédalage ressuscitée. Il salue au passage l'échappée solitaire du jour, Chavanel, d'une tape aussi amicale qu'élégante. Armstrong s'inscrit lui-même dans la légende. C'est celui qui peut souffrir le plus qui gagne. C'est ce qu'il déclare. Et on veut bien le croire. Une fois encore, la légende d'Armstrong s'inscrit en gros caractères. Et même si elle ne fait pas les gros titres, la presse américaine ne s'y trompe pas. Le coup de main se veut précis, il est quand même fébrile. Rasé de près, Gilberto Simoni va tenir ses promesses. Pour fêter sa victoire d'étape, ou plutôt pour en remercier les présages divins, forcément divins, il se rend à Lourdes avec toute son équipe pour déposer des fleurs au pied de la Madone. En bon italien. On se souvient de Bartali le Pieux qui faisait sa prière tous les soirs sur le Tour. Et de Zilioli qui aimait se réfugier dans les églises. Nous aimons beaucoup le Tour de France. Tous les ans, nous le suivons et pour la première fois, je passe par Lourdes et je vous vois. Félicitations. Voici l'ordre des passages au col Bagargui, col classé en première catégorie.
Au kilomètre 110, on dépasse... Dernier jour de tour dans le plein Pays Basque. La brume refroidit le fond de l'air pour le plus grand plaisir d'Armstrong qui n'aime pas la canicule et des coureurs en général qui n'en sont pas mécontents. D'autant qu'on revient dans la plaine. Gaumont l'attendait avec impatience. Les sprinteurs et les rouleurs retrouvent l'espoir de se glisser dans des échappées. Simoni s'interroge. Au fond, il ne se contente pas de son sort. Avait-il présumé de ses forces? Avait-il sous-estimé la dureté du Tour, la plus grande épreuve cycliste, la plus exigeante, celle où on ne peut tricher avec soi-même, celle qui ne tolère aucune forfanterie? Peut-être que là, il s'est dit, je tente le tout. Gaumont va s'endormir. La dernière bobine du film se dévide. Je leur en mets une à 10 bornes de l'arrivée, mais c'est certain qu'en faisant ça, c'est comme disait Laurent, il se met tout le monde à dos et quand c'est comme ça, tu te mets un petit peu. Hamilton, qu'est-ce qu'on avait fait, Béranger? On avait fait les modifications techniques du vélo. Même le grand Cyril Guimard, reconverti en chroniqueur radio, ne cache plus sa fatigue. À 3 jours de l'arrivée, le nom du vainqueur n'est pas certain à 100%. Et faut-il encore parler de Simoni? L'homme qui voulait faire trembler Armstrong, qui prend encore une demi-heure dans la vue et qui a juste gagné la plus belle étape du Tour. Et qui a peur de son ombre. Voilà. Le peloton a ses petites manies noires et ses modes obscurs, depuis toujours. Seuls les gains ont changé. Et l'histoire regorge de transactions mercantiles scellées sur le bec de sel à plus de 40 km/h. On achète des courses, des étapes, tous monnaie. Toto Comesso, équipier de Simoni, proche de gagner l'étape, cherche des soutiens dans le groupe de poursuivants. Il propose, négocie en vain, mais c'est le Hollandais Knaven qui gagne à Bordeaux. Dépité, à l'hôtel, il raconte tout à son leader. Comment ça va, Toto? Regarde-moi cet imbécile. Quel imbécile? Bossoni. J'ai fait 3000 attaques et 3000 fois il est revenu sur moi. Knaven, lui, a fait une seule attaque et ça lui a suffi. Nous l'avons tous regardé et il est parti. Oui, les deux. Bossoni s'était fixé sur moi à chaque fois que j'attaquais. C'est lui qui ramenait. Pourquoi tu ne t'es pas mis d'accord avec Bossoni? Parce qu'il voulait faire le sprint lui aussi. Il s'est mis dans ma roue et basta. Peut-être parce qu'il pensait que c'était moi le plus fort. Après on s'est regardé, Knaven est parti, il a gagné 200 mètres tout de suite. J'ai été voir Garcia. Je lui ai demandé combien tu veux? Il m'a dit après. J'ai dit quoi après? Après l'arrivée? J'ai aussi parlé avec Pavel. Pavel est comme Garcia. Je crois qu'il n'a pas de contrat. Quand tu penses que hier soir il m'avait demandé de parler pour lui avec Corti, bah t'aurais mieux fait de laisser tomber. Ne dis pas ça, Gibo. Ça veut rien dire. Putain, c'est l'année où je suis le plus régulier depuis le début de la saison. Putain de merde, j'arrive rien à conclure. Il ne pouvait pas en être autrement, il pleut sur Nantes, pour l'ultime contre-la-montre. Il pleut même beaucoup. Beaucoup trop pour éviter l'indigne loterie des circonstances. Ulrich a fanfaronné qu'il pouvait reprendre la minute le séparant d'Armstrong. Trop confiant et mal conseillé, il chutera dans un rond-point. Gaumont, pourtant parti pour se dépasser, chutera également. Derniers outrages d'une violence quotidienne. Ulrich ne battra pas l'Américain. Et soudain, comme une attitude qu'on n'attendait plus, là, sur son vélo, on le surprend en flagrant délit d'humanité. Armstrong sourit. Oui, il sourit. Il serre le poing. Il a compris le poids de l'histoire qui s'abat soudain sur son maillot jaune. Il côtoie désormais Anctil, Merckx, Hinault, Indurain. Il devient un monstre sacré, canonisé de son vivant.
Le podium est désigné, fin de dramaturgie pour les médias. TGV direction Paris. Ulrich est-il si mécontent de son rang de dauphin derrière un improbable extraterrestre revenu de tout? Regard furtif sur le paysage en accéléré comme un résumé de 3 semaines. Ces Champs-Élysées sont une sorte d'apothéose. L'horizon de tous les coureurs du premier au dernier. Franchir la ligne d'arrivée. Boucle bouclée d'un centenaire finalement digne de son standing. Voilà, le Tour a renoué avec son caractère onirique et poétique, c'est l'essentiel. Et pouvait-il en être autrement? Armstrong a donc gagné son 5e tour et il a le 6e en ligne de mire. Il serait le premier à atteindre un tel palmarès. Dans les couloirs de l'hôtel Méridien, le Tour se défait. On sent planer une ambiance un peu étrange. Gaumont pressent-il qu'il vit ses derniers moments intimes avec cette histoire-là? Comprend-il qu'il n'y remettra jamais plus les pieds? Et que la grande épopée qui a croisé son existence oubliera vite ses petites trahisons? Monsieur Gaumont. Quoi qu'il en dise, Simoni, lui, rabâche son amertume. Il sait qu'il a raté ces 3 semaines, que la victoire d'étape n'effacera pas l'offense. J'y croyais, mais à la fin j'ai dû lutter contre moi-même, plus que contre les autres, pour tenir. Vous êtes heureux d'être à Paris? Oui, parce que j'avais réalisé un exploit en gagnant une étape. Sinon, je serais rentré chez moi. Arriver à Paris, c'est toujours une belle émotion. À la fin, même si ça devient un travail, ce qui compte, c'est la passion, l'émotion, la course. D'ailleurs, aujourd'hui, quand la cloche du dernier tour a sonné, je me suis dit, c'est déjà fini. Qui d'autre que Merckx, l'archange des palmarès, cannibale des victoires, roi des rois, pouvait venir adouber Armstrong? Un Merckx qui sait aussi bien que les autres que « è già finito », oui, que le tour est fini, et que tout passe très vite, le tour comme la vie. Et si le tour nous parle autant, c'est qu'il est au-delà du sport, à l'image de la vie.